Avec un problème de définition du handicap. Alors voilà, donc un larynx avec une corde vocale qui a déjà été opérée de multiples fois, et là, les choux-fleurs, les petits choux-fleurs, dus à des papillomes. Pardon, dus à des papillomes. Donc pour respirer, celui-ci, il lui reste ça, un petit peu là, alors que là, on devrait avoir un triangle noir, le passage de l'air. Donc, le handicap, nous, on va le définir. Donc, le handicap ne se voit pas, mais il s'entend. Il s'entend et il va jouer sur les capacités physiques. Donc, l'autre particularité, c'est que le handicap, il n'est pas fixe à la longueur d'année. Il est variable, non pas avec la croissance, mais à quelques jours près. Un enfant peut quitter l'école le samedi avec de la voix et revenir le lundi, il n'en a plus. Il peut être très performant lors d'un match de foot et 8 jours après, traîner les pieds pour participer. Alors, la voix. La voix, elle est rauque ou très aiguë, difficile à contrôler. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre que c'est un handicap. Et pourtant, quand on le vit, là vous en avez deux qui vont pouvoir témoigner après, quand on le vit, c'est pas facile, même pour les parents et surtout pour l'enfant. Vous imaginez un petit prince ou une petite princesse de 3-4 ans, et qui, quand elle ouvre la bouche et commence à parler, soit part dans des aigus pas possibles, soit plus souvent, va vous parler avec la voix d'un adulte alcoolo-tabagique de 50 ans. Ça fait un choc. Ça fait un choc et c'est pas toujours bien perçu en société. Avec beaucoup de questions et des explications qui n'en finissent pas. La voix peut aussi disparaître. Et alors on va avoir la voix de quelqu'un qui a trop fait la fête, qui a été un match et qui a trop crié. Et puis il y a cette respiration très bruyante qui signe la gêne respiratoire, mais qui peut perturber dans la classe, qui peut gêner les autres enfants, et qui surtout va aussi gêner le sommeil. Et donc ça veut dire récupération plus difficile et des troubles de l'humeur, enfant grognon, enfin, bon, c'est pas sa personnalité habituelle. Sur le souffle, donc les papillomes, ces petits choux-fleurs blancs, ils vont peu à peu encombrer l'espace disponible pour respirer. Donc les capacités physiques vont aller en diminuant avec la prolifération des papillomes. À quelle vitesse? C'est très variable. Il y a des enfants qui ont besoin de 2, 3, 4 interventions par an. On estime qu'à partir de 4, la papillomatose est déjà déclarée agressive, mais certains, c'est tous les mois. Et il y a 10-15 ans, pour la trachéotomie, on l'a arrêté il y a 10-15 ans à peu près, un peu plus, 20 ans. L'anesthésie générale faisait tellement peur qu'on posait une trachéotomie à ces enfants, par sécurité, en croyant bien faire. Donc là, le souffle, en maternelle, la maîtresse va comprendre. Dans le primaire, on arrive encore à avoir un assez bon contact personnel. Et je signale quand même que la dame qui a parlé pour l'école maternelle, je salue le travail. Oh là là, je vous parlerai de la mienne après. Bon. Mais alors au collège, des fois, on demande un peu d'aide. Alors il y a le prof de PS qui ne comprend pas. Hein, et surtout quand on est en pré-ado, il va les prendre pour des flemmards, pour des petits reflants. Et ça passe pas bien. C'est pas spécifique à nous, hein, je reconnais, c'est à d'autres. Et puis, il y a quelque chose qui est un handicap et qui n'est pas reconnu, ce sont les absences répétées. Bon, il n'y a pas de traitement médical. Il n'y a que la chirurgie ORL pour enlever ces papillomes et il faut la pratiquer aussi souvent que nécessaire. Quand c'est 2-3 fois par an, on peut essayer de caler ça sur les dates de vacances, qui ne sont plus des vacances. Et quand c'est tous les mois, eh bien, il y a absence. Il y a absence pour les contrôles avant l'intervention. Et puis en général, il faut revenir pour cette sapristi de visite d'anesthésie. Et quand c'est tous les mois, c'est quand même agaçant. Ça, il faut y remédier. Et puis après, il faut y remédier ça. L'intervention, éventuellement 1-2 jours après, encore que des enfants récupèrent très bien et parfois réclament de retourner à l'école dès le lendemain. Hein. Bon, c'est comme ça. Quand même, ça finit par multiplier, on va pouvoir passer à la suivante, s'il vous plaît. On va pouvoir, ça va multiplier les absences. Et alors là, je vais vous rapporter 2 expériences d'intervention en école qui ont fait découvrir les choses à la famille et aux enseignants. Et puis une autre qui est une expérience de couple médecin-enseignant. Surprise. Donc là, la petite fille, elle a une voix bizarre et des absences répétées depuis toute petite.
Et la maman a bien noté qu'il n'y a pas beaucoup d'invitations pour les fêtes et anniversaires. D'autant que cette petite fille a un frère un peu plus âgé, et donc la maman sait à peu près la fréquence des fêtes et anniversaires dans une classe. On va l'appeler Sandra, la petite. Hein. Et ben elle dit rien à ses parents. Elle est d'une famille très dynamique. Et ça va la booster. Elle va se forger son caractère. Donc, l'entrée au primaire, très vite, meilleur positionnement, d'abord au sein de la classe, et puis en fin d'année, au sein de l'école. Et c'est une grande école. Hein. C'est en centaines d'élèves. Et puis, donc, moi je suis appelée à faire une intervention devant tous les CM1 et CM2, ça fait 6 classes, et je demande, j'avais rencontré la maman, je la connaissais, la petite fille, je l'avais rencontrée, mais en période post-opératoire, ce n'était pas le meilleur moment pour l'interviewer. Donc j'avais demandé à la voir avant. D'abord pour obtenir son accord sur l'intervention, et ensuite avoir un peu son vécu. Elle hésite un peu, et puis on n'est que toutes les deux, hein, papa et maman. Papa s'occupe de l'apéritif, maman s'occupe de préparer le repas. Et puis elle va se livrer. Et puis alors voilà cette phrase terrible qui fait que papa et maman, qui écoutaient quand même, ils en sont restés, mais... Elle me dit, en maternelle et en CP, au début, j'étais là, mais personne ne me voyait. Personne ne me parlait, personne ne m'invitait au jeu à la récré. C'était comme si je n'existais pas. Et des fois, j'avais l'impression d'être un fantôme. Donc là, il était trop tard pour intervenir, puisqu'elle avait bien pris sa place dans l'école, et je peux vous assurer que je l'ai vu fonctionner. Mais les parents ont réalisé qu'ils étaient vraiment passés à côté d'une situation quand même de souffrance de la petite. Cette diapositive, s'il vous plaît. Et là c'est la maîtresse qui se soucie de l'intégration. On va l'appeler Anna. Elle est en CE2. Elle est presque trop discrète dans la classe. Et puis, il y a des difficultés scolaires. Et donc, sa maîtresse, mais aussi la directrice, s'interroge et se demande s'il y a un lien avec la maladie. Donc, l'intervention est programmée et ça se passe très bien, très interactif pour une seule classe, là, la classe d'Anna. Et puis à la fin, moi j'en ai fini, la maîtresse s'apprête à démarrer un autre module, et puis Anna, trop discrète, va demander à prendre la parole. Et elle va se camper devant la classe, au tableau, et pour une fois, on l'entend, parce que ça faisait partie de ces enfants qui n'ont pas de voix. Et voilà ce qu'elle va nous dire. Mais c'est pas ma faute, enfin, pas nous, à ses collègues de classe. C'est pas ma faute si je comprends pas bien quelquefois. Il ne faut pas rire et se moquer. C'est pas ma faute. Moi, je suis malade et je vais souvent à l'hôpital. Alors après, quand je suis absente, j'ai du mal à suivre et c'est pas drôle. Eh bien, cette intervention, elle a eu 2 conséquences. D'une part, les parents qui ont retravaillé cette question, la maîtresse aussi, qui tout d'un coup a réalisé qu'effectivement, elle connaissait le handicap, elle connaissait les absences, mais elle n'avait pas saisi cette période de manque et de récupération. Donc elle allait travailler avec l'équipe qui faisait du soutien scolaire, puisque Anna relevait déjà du soutien scolaire en CE2. Alors ça ne veut pas dire qu'elle fera des brillantes études, mais déjà on prenait en compte cette notion de handicap liée là aux absences. C'est pas suivant. Et ça, alors ça c'est quelque chose de personnel. On est au collège. C'est vieux, mais je pense que ça peut encore arriver aujourd'hui. Donc c'est une petite fille qui entre en 6e dans un collège et qui très vite, mais c'est la première semaine, voire les premiers jours, elle est mise à l'écart. Les places sont bloquées, il n'y a pas de place à côté, rien. Le plus loin possible elle sera, et mieux ce sera. Et puis avec des enseignants qui marchent arrière aussi. J'ai marqué, elle ne sent pas bon. L'expression des autres élèves était un peu plus brutale. Et puis un des professeurs est marié à un médecin et donc il lui raconte. Le médecin écoute, il lui demande, il dit mais tu l'as vu marcher, elle est comment? Ah ben elle arrive en VSL et elle repart en VSL. Et elle a une démarche un peu bizarre, un peu hésitante. Et puis elle marche les pieds un peu trop élargés. C'est pourquoi? Bon. Question sur le comportement. Trouble de la marche, odeur d'urine, parce que c'était ça, la mauvaise odeur. Bon, sans doute un spina bifida, avec une sonde urinaire et une poche. Et donc, dire, bon, le prof il me m'arrête. Hein. Je lui dis, écoute, il faut que tu vois l'administration très rapidement, demain. Hein, c'est pas après-demain, c'est demain, tu vois l'administration, tu leur demandes s'ils ont un signalement et s'il y a quelque chose à faire. Non, il n'y a pas eu de signalement particulier. Mais la principale adjointe en fait son affaire. Appel immédiat à l'infirmière scolaire, qui arrive à dégager du temps
pour passer dans les 2-3 jours. Et on trouve le temps de convoquer la petite fille et sa mère. La petite fille avait effectivement un spina bifida, une sonde urinaire et une poche. Et elle laissait tout le monde aller aux toilettes, vite fait, à la récré. Et ensuite, pour ne pas être en retard, rentrer en classe, se dépêchait dans un coin, sans enlever de vêtements, rien du tout, vider la poche, etc., se vider les mains. C'était... Alors, la solution, bon, elle aurait pu être de renvoyer l'enfant dans un institut spécialisé. L'infirmière et la principale adjointe se sont mises d'accord. On ouvrirait la salle d'infirmerie, qui ne servait à rien, sauf quand l'infirmière était là, je crois que c'était 2 jours tous les 15 jours. Ouvrir la salle d'infirmerie aux récréations pour cette seule petite fille. Et donc là, elle était seule, elle pouvait enlever ses habits, elle avait des installations pour poser la poche, faire le changement, etc. Et donc, en une semaine, le problème d'insertion scolaire a été réglé. Pourquoi le collège n'a pas été prévenu? Alors, je ne fais pas de reproche à la maman, hein, mais la maman avait pensé que l'information circulerait du primaire au collège. Et il y a eu plusieurs interventions, et il y a des parents qui fatiguent à répéter l'information. Et moi, je la maintiens en tant que présidente, c'est ce que je répète à mes jeunes mamans. Tous les ans, vous voyez l'enseignant ou l'enseignante. Alors, c'est plus facile en maternelle et au primaire. Et au collège, vous voyez le professeur principal et vous donnez un courrier à l'enfant qui présente à chacun de ses professeurs le courrier simple qui dit voilà, mon fils, ma fille est atteint de ceci et cela. Pour plus de renseignements, voir le professeur principal. Il y en a un qui bénéficie quand même d'une information supplémentaire, c'est le prof de PS. J'ai de très bons copains qui sont profs de PS. Hein. Alors, diapo suivante. Intervenir en milieu scolaire pour une association. C'est pas toujours facile. Donc voilà un peu la charte qu'on s'est fait. On existe depuis 4 ans, on n'en est qu'à 3 interventions. En général, les mamans se débrouillent très bien finalement, hein, surtout maternelle et primaire. D'abord, il nous faut une demande écrite préalable des parents. On soit bien d'accord qu'ils demandent l'intervention, et puis avoir la garantie que l'un d'entre eux assistera, voire participera. Alors il faut bien sûr l'accord de la direction d'établissement, mais il faut aussi arriver à établir le contact préalable avec l'enseignant. Et on ne va pas focaliser sur le cas, parce que les enfants sont d'accord, mais moyens. Donc, nous intervenons sur les maladies rares en général et la bienveillance en général. Et on ne fait pas d'exposé. Je n'utilise pratiquement pas de diapo, hein, quelques images, mais c'est tout. On fait parler les enfants. Ils savent beaucoup de choses. Et ils se répondent l'un l'autre. Il y en a un qui dit, mais est-ce que c'est contagieux? Et en CM2, l'enfant maternel, en CM2, il y en a plusieurs qui répondent, bah, t'es fou, si c'était contagieux, ce serait pas rare. Ça sort tout seul. Alors que qu'est-ce qui se passe en maternelle? Les parents ont peur. Et l'enfant irait bien vers l'autre. Mais les mamans, viens là. Non, non, tu ne vas pas avec celui-là, tu ne vas pas avec celle-là. Je vous assure que ça nous a été réellement rapporté et observé. Et la papillomatose, donc quelqu'un l'a fait dans son exposé, attention à la rupture du secret médical, on ne parlera jamais du cas de l'enfant, mais de la papillomatose en général. Et s'il y a des questions trop personnelles, c'est le parent qui assiste, qui répond s'il en a envie. Ou l'enfant, quelquefois, s'il en a envie. Et puis, on laisse une trace, nous. On est membre de l'Alliance Maladies Rares, donc on laisse un bracelet ou un pins pour les enseignants, mais on peut imaginer d'autres matériels type goodies. L'idée, c'est que chaque enfant qui a cette information devienne, et on dit aux enfants de la classe, voilà, vous devenez chacun ambassadeur des maladies rares, et vous allez rapporter le bracelet dans votre famille, on va vous poser des questions, et vous allez leur raconter. Et vous allez raconter à vos frères et sœurs, et à vos amis qui ne sont pas dans la classe. Voilà, petite expérience. Si je peux vous donner encore 1 minute pour répondre à 2 ou 3 interventions, je n'ai pas voulu trop prendre tout à l'heure. Un enfant avec une trachéotomie en classe de maternelle. Bon, c'est arrivé avec mon fils. J'ai tout à l'heure félicité l'enseignant. Bon, je rends hommage à Lisa, celle qui était à la tête de cette maternelle. Elle est arrivée, l'enfant arrivé en adoption avec une trachéotomie. Elle était un petit peu en retard. Elle arrive, elle prend des nouvelles de la fille aînée. Et puis tout d'un coup, elle me dit, mais vous avez pris rendez-vous pour le deuxième qui a des problèmes, il est où? Là-bas. Là-bas, c'était la cage d'écureuil et il faisait le cochon pendu.
Elisa a dit tout simplement, il sait faire le cochon pendu, je le prends, il n'y a pas de problème. Je ne vous ai pas entendu, je vais d'abord vous expliquer et après vous allez me donner votre accord. Et on a réglé le problème très vite. Ma crainte à moi, c'était qu'il touche la trachéo, enfin la canule ou le cordon. Eh bien, je suis venue en classe avec une canule, avec un cordon. On a fait le montage, on l'a fait circuler entre les enfants. Ça n'a pas duré 10 minutes, hein. Ça ne les intéressait pas. Et pour dire la bienveillance des enfants, quelque temps après, je rentrais, c'était l'hiver, hein, je rentrais le soir avec l'enfant à la main. Il y avait son copain Camille, fils de médecin généraliste à côté. Le mien commençait à être un peu obstrué, respiration sifflant. Mon cher confrère dit, bah dites donc, il a une bonne laryngite, là, il faudrait peut-être voir un bon médecin. Et moi je le regarde et je dis, mais Camille ne vous a rien dit? Bah non, qu'est-ce qu'il a? Bah, il a une canule de trachéotomie. Fin de la discussion entre les deux parents. Voilà, merci pour votre attention.